Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre de la Santé. On va revenir aussi sur la situation plus globale de la santé en France, l'hôpital qui craque, le scandale Buitoni. Mais je voudrais qu'on parle du masque parce que voilà une des bonnes nouvelles que vous avez pu annoncer hier. Lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports. Est-ce qu'on peut du coup dire que le Covid est derrière nous ? Non, on ne peut pas dire que le Covid est derrière nous. Il y a 40 000 Français qui se contaminent chaque jour encore au variant BA2. Il y a un patient tous les quarts d'heure qui arrive en réanimation, donc il y a encore des cas graves. Ce qu'on peut dire, c'est que, et c'est ce que nous avions d'ailleurs anticipé dès le mois de mars, quand on avait commencé à alléger les mesures de freinage, c'est que la situation est sous contrôle. Nous connaissons bien ce variant, nous connaissons ses risques, nous sommes extrêmement bien protégés collectivement par une vaccination massive, et donc nous avons fait face à cette vague de variants Omicron et de BA2, avec un minimum de dégâts sanitaires par rapport à la dangerosité du virus. Le ratio entre effectivement la circulation du virus et les dégâts est suffisamment bonne aujourd'hui pour que vous disiez donc plus dans les transports, plus nulle part en fait finalement ce masque obligatoire. Alors, il n'est plus obligatoire, effectivement il est plus. Alors il reste obligatoire dans les hôpitaux, dans les EHPAD, on peut le comprendre d'ailleurs, et c'est là aussi que le pass sanitaire reste de mise encore quelques semaines, quelques mois. Parce qu'il faut protéger les gens qui sont les plus fragiles. Quand vous êtes malade à l'hôpital, quand vous êtes très âgé dans un EHPAD, évidemment, il faut vous traiter avec encore plus d'attention. Le masque, il n'est plus obligatoire dans les transports, il reste recommandé. Et pour qui ? Pour toutes les personnes qui s'estiment menacées par le virus. Ou des gens, je voyais ce matin quelqu'un qui n'est pas, son état de santé n'est pas grave, n'est pas problématique, mais il n'a jamais eu le variant encore BA2 ou Omicron. Il dit donc moi je ne l'ai pas attrapé, je me protège, j'ai pas envie de l'avoir parce que je vois des collègues autour de moi qui l'ont et qui font des formes symptomatiques qui peuvent les mettre KO pendant quelques jours. Ou des gens qui sont fragiles, ou même des gens qui disent moi je préfère garder le masque. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc il reste recommandé, mais il n'est plus obligatoire. On suit en cela d'ailleurs une recommandation de l'ECDC, qui est l'organisme européen de lutte contre les C'est d'ailleurs une levée d'interdiction coordonnée, puisqu'il n'y en aura plus non plus dans les avions en Europe. Il y en aura... Vous êtes concertés. On se concerte toujours et on est le 12e pays européen à lever cette obligation. Donc on reste dans la stratégie qui est la nôtre depuis des mois, c'est-à-dire on met des mesures de freinage lorsqu'il le faut, lorsque c'est nécessaire, lorsque ça monte et qu'une vague est en cours, et on relève progressivement les mesures de freinage à mesure que les contaminations diminuent. Et il pourrait, à l'inverse, revenir le masque, c'est-à-dire que vous ne vous interdisez pas la possibilité, bon on verra si vous êtes encore ministre, mais enfin, d'éventuellement, s'il y a à nouveau un pic à l'automne par exemple, de pouvoir remettre le masque obligatoire ? Bien sûr, ça peut arriver, je ne le souhaite pas évidemment, je souhaite qu'on soit libéré de ce Covid. Mais si j'écoute les spécialistes français internationaux, ils nous disent qu'il y aura d'autres variants qui apparaîtront. A priori, ils seraient plutôt issus, ce seraient des cousins germains du variant Omicron, c'est-à-dire que notre protection collective resterait forte et donc nous préserverait de vagues intenses. À l'inverse d'ailleurs de ce que vous voyez en Asie et notamment en Chine, qui ne s'en sort pas aujourd'hui, qui est obligé de confiner les villes entières pendant des semaines parce qu'ils n'ont pas eu la même couverture vaccinale que nous, ils n'ont pas été exposés aux variants précédents comme nous, et donc le variant Omicron là-bas provoque des dégâts qui sont considérables. Pardon, mais quand vous évoquez la Chine, je voudrais justement qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'eux en arrivent à des extrêmes pareils. C'est juste une question de vaccin. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand on voit les images terribles de ce confinement drastique à Shanghai. On n'a pas à s'inquiéter, nous. La situation n'est pas la même, ne sera plus la même. Alors d'abord, nous n'avons jamais appliqué les mêmes conditions de confinement que les Chinois. Je le dis quand même pour celles et ceux qui jugeaient que nous avions restreint les libertés. Évidemment, nous avons demandé des efforts aux Français. Et ils ont été très solidaires dans la période et ça nous a permis de sauver beaucoup de vies. Merci à eux. Ensuite, la Chine a adopté la stratégie zéro Covid. Vous vous souvenez, il y a peut-être un an ici, ça devait être sur ce plateau ou un autre, on me disait mais pourquoi est-ce que la France ne fait pas la stratégie zéro Covid ? Et j'expliquais, vous vous souvenez, cette courbe qu'on écrase progressivement, en disant que en fait, si on essaie de nous claquemurer, si on ferme tout absolument et que le virus ne circule pas et que dans le même temps, on ne se vaccine pas massivement, eh bien, à un moment donné, un variant sera tellement contagieux qu'il passera toutes les barrières. Et donc aujourd'hui, les Chinois, ils sont en difficulté par rapport à ça. Nous avons plus de 90% de la population française qui est vaccinée avec des vaccins efficaces. Et donc, ça nous protège. Ça nous protège, ce ne sera pas le cas quand on regarde aussi l'Afrique du Sud qui est à l'inverse de nous évidemment en termes de météo, c'est l'automne chez eux. Oui. Eux, il y a une recrudescence. Est-ce que ça, pour le coup, ça vous inquiète ? C'est un variant qu'on appelle le BA4 et BA5, c'est un cousin d'Omicron dont je parlais tout à l'heure. C'est celui-là qui pourrait venir chez nous à l'automne. Il est en train de se l'automne ? développer. Alors, pour l'instant, il n'a pas de caractéristiques inquiétantes par rapport au Omicron. C'est-à-dire qu'il est vraiment quasiment pareil. Il a la couleur, le goût, l'odeur, si vous voulez, d'Omicron. Donc, on a le même niveau de protection. Ce qui n'est pas impossible, c'est qu'il arrive en Europe peut-être cet été. Souvenez-vous, l'été dernier, on avait eu un début de vague de Delta qui s'était ensuite écrasé et qu'à l'automne, on avait eu une vague. Donc, il est possible que nous ayons une nouvelle vague. Il est possible. Je n'ai pas de boule de cristal et vous savez que je ne joue pas aux On a bien compris prévisions. ça. Depuis le début de ce Covid, on sait comme vous que dites que c'est personne n'a derrière de nous. boule de cristal. Non.
maintenant, il peut arriver cet automne une vague épidémique qui nécessitera alors peut-être de se reposer la question d'une vaccination des plus fragiles ou de la population, et éventuellement le masque si c'était nécessaire. Mais si nous devions un jour remettre des mesures de freinage que nous enlevons actuellement, c'est que ce serait absolument nécessaire. Pourquoi est-ce que vous ne réintégrez pas les soignants non vaccinés ? C'est une question qui soulève des problématiques d'abord éthiques, sanitaires. Je vous l'ai dit, d'abord, on est encore à 40 000 contaminations par jour, donc c'est suffisamment peu avec notre couverture vaccinale pour qu'on puisse permettre aux Français qui se déplacent de ne pas avoir forcément le masque quand ils ne le souhaitent pas. Mais c'est beaucoup trop encore pour considérer que les personnes fragiles dans les hôpitaux et dans les EHPAD ne seraient plus menacées. Le président Emmanuel Macron avait dit « quand on ne sera plus en phase aiguë, on le fera ». On n'est quand même plus en phase aiguë. Vous venez de nous le démontrer. Malgré tout, 40 000 contaminations par jour, Apolline de Malherbe. Donc le virus circule encore suffisamment pour que statistiquement, le risque qu'un soignant non vacciné entre dans un EHPAD, soigne avec la meilleure volonté du monde des personnes très âgées et leur transmette le virus est suffisamment élevé pour que nous ne levions pas l'obligation vaccinale aujourd'hui. En revanche, je saisis la haute autorité de santé pour qu'elle nous dise, d'un point de vue éthique, d'un point de vue sanitaire, est-ce que cette question-là est légitime ou non, et nous nous reposerons la question autant que nécessaire. Par ailleurs, vous savez, on a acquis une culture de la protection contre les risques infectieux que nous n'avions pas. On disait tout le temps, l'Asie sait se servir des masques quand ils ont des épidémies. En Europe, on ne sait pas le faire. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on le sait. On a acquis cette force-là. Ce qui peut nous faire nous poser la question, quand il y a des épidémies grippales hivernales, par exemple, qui peuvent faire quand même des dizaines de milliers de morts, certaines années, de savoir est-ce qu'il ne faut pas renforcer la protection aussi des soignants contre la grippe. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut que nous puissions nous poser avant de prendre des décisions. Mais d'ailleurs, sur cette question de la protection, j'avoue qu'on s'y perd, on ne sait plus très bien où on en est. Si on a le Covid aujourd'hui, est-ce qu'on doit toujours être isolé pendant un certain nombre de jours ? Est-ce qu'on peut continuer à travailler ? C'est quoi la règle ? On s'isole quand on a le Covid. Quand Combien on est de temps ? positif, une semaine. Une semaine. On peut faire un test au 5e jour, qui, s'il est négatif, vous permet de sortir. Sinon, on reste isolé 7 jours. Et ça demeure. Cette règle-là demeure. Si quelqu'un avait le variant Omicron, était positif au Covid ce matin et venait travailler dans vos studios, la plupart de celles et ceux qui ne l'ont pas eu seraient à risque de l'attraper. Donc, bien sûr, il faut continuer de se protéger. Donc, il faut continuer à se tester et il faut continuer à s'isoler. On fait quasiment 2 millions de tests par semaine. Donc, les Français n'ont pas relâché leurs efforts. Puis surtout, on a acquis cette compétence collective. Il n'y a pas un Français aujourd'hui qui ne sait pas comment se protéger et comment protéger son entourage. Chacun a compris cela. Et vraiment, je suis convaincu que collectivement aussi, nous avons compris pourquoi il y a des règles qui sont mises par endroits et certains moments, et pourquoi nous pouvons les lever à d'autres. Olivier Véran, on a beaucoup parlé des déserts médicaux, mais il y a un point sur lequel je voudrais quand même qu'on prenne le temps de comprendre, c'est l'hôpital. L'hôpital craque, il craque partout. Est-ce que vous savez combien d'hôpitaux ont leur service restreint au moment où on se parle ? Alors, restreint, voire fermé. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont un ou des services restreints ou fermés. Les causes, Apolline de Malherbe. D'abord, ce dont on vient de parler, le Covid. 2 ans de pandémie, des surcharges hospitalières très importantes, des soignants qui sont fatigués, d'autres qui s'interrogent sur leur avenir professionnel, et chacun peut le comprendre. Deuxième cause, les déserts médicaux de ville. Les déserts médicaux de ville. On manque de médecins. Les déserts médicaux se sont creusés dans notre pays. Nous avons supprimé, avec Emmanuel Macron, le numerus clausus dès 2018. Cette machine a broyé des étudiants en médecine en les empêchant d'apprendre la médecine en France alors qu'on en manquait. Mais on sait qu'il faut un certain nombre d'années pour former des médecins. Dans l'intervalle, nous avons augmenté de 20 à 30% les formations d'infirmières et d'aides-soignants dans notre pays. Ces promotions, elles arrivent bientôt. Et donc, vous avez le cumul de 2 tensions. Une tension pour accéder à la médecine de ville qui fait qu'il y a un report plus important sur les services d'urgence et en même temps, une fatigue à l'hôpital. Ce que je peux vous dire... bientôt. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui frappent aux portes des urgences et les urgences sont fermées. Ne serait-ce que... Alors là, j'ai même pas fait la liste de toute la France. Ouais, enfin, rien qu'en regardant quelques minutes, j'ai trouvé Orléans, Laval, Falaise, Le Havre, Cherbourg, Valognes, Jonzac, Montmorillon dans la Vienne, Marmande, l'hôpital de Cahors qui craque. Le directeur de l'hôpital qui dit « Nous avons actuellement 15 postes totalement vacants où il n'y a aucun candidat ». Plus des arrêts maladie, des maternités que nous n'arrivons pas à remplacer. Ça fait 30 ans que je suis dans la fonction publique hospitalière, dit-il. Je n'ai jamais eu à gérer une telle pénurie. Oui. Nous avons augmenté, je vous le disais, le nombre de formations pour qu'il y ait des promotions plus importantes qui arrivent dans les années à venir, parce qu'on en manque. Il faut dire les choses. Et on savait qu'on en manquerait. Pendant 50 ans, on a empêché la France de former des médecins. C'était idiot de le faire. Donc nous l'avons supprimé dès le début du quinquennat dernier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous avons amélioré les conditions de travail des soignants. C'est le Ségur de la santé. 200 € d'augmentation, ce n'est pas rien
Pour des soignants, certains touchent même 300 ou 400 euros de plus. Ensuite, nous développons les pratiques professionnelles et les compétences des soignants. Nous développons l'accès direct à certaines professions paramédicales en ville. On a pu me reprocher de permettre à des orthoptistes de faire de la primo-prescription de lunettes, alors qu'on manque d'ophtalmo pour pouvoir assurer le suivi ophtalmo. On développe, depuis le quinquennat dernier, le service d'accès aux soins, ce qui veut dire qu'on permet aux médecins de ville de faire de la régulation. J'ai bien compris, vous avez fait des choses, mais les faits sont là, et les faits sont terriblement têtus. Les lits sont fermés, donc quand vous trouvez porte close, vous trouvez porte close. Je vous redonne un fait qui est important. Est-ce qu'il y a un hôpital qui ne peut pas recruter de soignants parce qu'il n'aurait pas le budget pour le faire? La réponse est non. Vous l'avez dit vous-même, il y a des postes, il y a des budgets, il y a de l'argent, il y a des salaires qui ont été augmentés. Mais pas suffisamment visiblement pour que ce soit attractif. Non, je ne crois pas que ce soit un problème de salaire. Je crois qu'il y a un problème d'organisation, c'est-à-dire qu'il y a un problème de bureaucratie, de temps, de charge administrative, il y a un problème de fatigue. Il faut aussi laisser passer ce côté post-vague Covid. Et Apolline de Malherbe, un point qui est important, ça va vous paraître improbable ce que je vais vous dire, mais c'est factuel. Il y a aujourd'hui plus de soignants en exercice dans nos hôpitaux qu'il y a 2 ans. Il y a plus d'équivalents temps plein salariés des hôpitaux aujourd'hui. Comment c'est possible que ce soit par accord alors? D'abord, il y a une augmentation de la demande. C'est-à-dire l'impact des déserts médicaux en ville, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous ne trouvez pas de médecin en ville, vous allez aux urgences. Vous allez aux urgences. Et quand vous allez aux urgences, eh bien, vous y trouvez déjà beaucoup de malades. Et donc, ça va fatiguer les équipes d'urgentistes et les soignants qui y travaillent, qui disent on en a marre. Et en plus, ils ont des difficultés à trouver des lits d'aval, puisqu'il y a encore, par exemple, 7000 patients atteints de Covid qui sont dans nos hôpitaux à l'heure à laquelle je vous parle. Est-ce que vous pouvez nous affirmer ce matin, Olivier Véran, que aucun malade n'est mal soigné ou pas soigné à cause de cette situation? Je peux vous garantir que nous avons des soignants d'extrême qualité, avec une très forte vocation. Nous avons des hôpitaux modernes qui ont montré leur efficacité, puisque contrairement à d'autres pays européens, ils n'ont jamais craqué face au vague Covid. Vous n'avez jamais eu de malades dans les voitures sur les parkings des hôpitaux. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez des bons professionnels, vous avez des bons outils de travail. Par contre, la pression sur leurs épaules est importante et nous voulons la faire baisser en leur permettant de travailler avec davantage de collègues. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Français qui sont malades et mal ou pas soignés à cause de cette situation? Vous avez tous les Français qui doivent accéder à des soins d'urgence, accèdent aux soins d'urgence par le SAMU ou par les urgences. Est-ce que les conditions d'accueil, non pas de soins de ces malades, quand vous êtes obligé de rester 10 heures sur un brancard dans un service d'urgence ou quand vous êtes obligé d'aller dans un couloir la nuit dans un hôpital parce que vous n'avez pas encore de lit, qu'il faut attendre 1 jour ou 2 pour avoir un lit en propre, les conditions d'accueil ne sont pas les conditions idéales que je souhaiterais pour l'hôpital dans mon pays. En revanche, est-ce que la qualité des soins et la sécurité des soins est au rendez-vous? Oui. La mortalité infantile remonte en France. Ça vous inquiète? Bien sûr. Au-delà même de la mortalité... Est-ce que ça serait évitable? On ne sait pas pourquoi. Au-delà même de la mortalité infantile, Apolline de Malherbe, vous avez les enfants de notre pays qui sont en train de prendre du poids. Et ça, c'est un effet de la crise Covid, ce qu'on voit partout ailleurs, hein. C'est-à-dire, il y a moins d'activité physique. Alors, il y a aussi l'habitude plus importante des écrans, avec une addiction aux écrans qui s'est développée. Ça, c'est pas en lien avec le Covid, qui fait qu'un gamin passe 3 heures ou 4 heures. Mais la mortalité infantile, c'est des enfants qui n'atteignent pas l'âge de 2 ans. Et c'est un chiffre qui, jusqu'à présent, avait toujours été en baisse en France. Pour la première fois, il remonte. Je vous parle d'abord de la santé en général. Ensuite, pourquoi est-ce que non seulement c'est quelque chose qui est évidemment qui nous alarme, la hausse de la mortalité infantile, mais nous avons pris des mesures avec Adrien Taquet, à la demande du président de la République. Nous avons mis en place au cours du quinquennat précédent, ce qu'on appelle le plan des 1000 jours. Je vous donne juste 2 exemples. Oui, allez-y. Une consultation prénatale systématique pour tous les parents pour préparer les conditions d'accueil après la naissance d'un enfant. Une consultation post-natale pour vérifier, par exemple, qu'il n'y ait pas un baby blues, une dépression du postpartum pour la maman, etc. Et pour vérifier que les conditions d'accueil de l'enfant soient les meilleures possibles. Donc, on a encore une fois une excellente médecine. Et en tant que France présidente du Conseil de l'Union européenne, nous avons mis la santé des enfants comme priorité, et notamment la lutte contre les cancers pédiatriques. Donc on met le paquet là-dessus. Vous restez fier aujourd'hui de la médecine française? Vous restez fier aujourd'hui du système français? Oui, bien sûr, et fier de nos soignants, parce que ceux que j'appelle les hussards blancs de la République, parce qu'ils ont tenu. À chaque vague, vous savez, j'étais sur les plateaux, on me disait l'hôpital va craquer, etc. Et en fait, ils ont été là, fidèles au rendez-vous. Étrangement, ils craquent après. C'est pas étrangement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient dû partir plus tôt et qui ont décidé de rester un peu plus longtemps pour aider l'hôpital. Et vous savez, ce qui me donne aussi espoir, c'est que la profession la plus demandée sur Parcoursup dans notre pays, c'est la profession infirmière. Il y a plus de 680 000 jeunes qui, chaque année dans notre pays, s'inscrivent dans le but de devenir infirmière. Donc il finira par y avoir suffisamment d'infirmières. Olivier Véran, le scandale Buitoni, énorme scandale de santé publique. 2 enfants sont morts, 56 ont développé des syndromes graves. Vous ne vous êtes en réalité jamais exprimé sur cette question-là. Je voudrais que ce matin, vous puissiez écouter le témoignage de Johan. C'est un témoignage qui a été recueilli par RMC. Le fils de Johan, Nathan, est mort d'avoir mangé une pizza Buitoni et il avait 8 ans.
On fait confiance à Buitoni, on fait confiance au groupe Nestlé, sauf qu'on a été trahis et aujourd'hui, mon fils n'est plus là. C'est le rôle du gouvernement d'interpeller ces sociétés, de faire en sorte qu'elles réagissent, elles s'expliquent. Donc il faut que M. Véran prenne conscience de tout ça et prenne position en fait, par des actes forts. Les excuses, ça suffit pas. Enfin, on me demande de faire en sorte que les choses n'arrivent plus. Quand on voit l'état de l'usine, des cigarettes dans la farine, des champignons partout, une usine insalubre, on ne fera pas croire que lui ou son cabinet n'était pas au courant de tout ça. Aujourd'hui, on est dans le pays où, quand il y a des enfants qui meurent parce que des industriels ne respectent pas les règles, on ne fait rien. Qu'est-ce que vous répondez à Johan ? D'abord, je suis dévasté pour le décès de ce petit Johan. Il y a eu 2 enfants qui sont morts. D'avoir mangé une pizza, ce papa a raison et je m'associe pleinement à sa douleur. Je vous assure que c'est poignant et ça prend. Lui dire que dès que nous avons eu une alerte, nous avons déclenché des enquêtes d'hygiène qui ont permis d'ailleurs de montrer des conditions qu'il évoque et qui, à titre citoyen, pas en tant que ministre, je le dis, lorsque j'ai vu les images dans cette usine, je suis forcément scandalisé par ce que j'ai vu. Les lignes de production des pizzas ont été immédiatement suspendues. C'était le 6 avril. L'usine de Caudry dans le Nord ne peut plus fabriquer les pizzas. La justice a été immédiatement saisie. Une perquisition a eu lieu dans les locaux de l'entreprise. Et la justice devra aller maintenant mener son enquête. Moi, je suis ministre en charge de la santé. Donc, tout ce qui pouvait être fait en matière de conditions sanitaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres cas de contamination, 56 cas de contamination à Escherichia coli en tout, toutes ces mesures ont été prises immédiatement, dès qu'il y a eu l'alerte. Ensuite, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a eu une première alerte en 2020. Alors, vous avez des enquêtes de la DGCCRF, qui sont de la Brigade de répression des fraudes. Vous avez des enquêtes sanitaires qui sont menées au sein des usines de toute façon alimentaires. Ce sont des contrôles, ça relève du contrôle vétérinaire d'ailleurs. Il y a eu un avertissement des autorités sanitaires en 2020. Exactement, donc il y a des contrôles et des recontrôles qui peuvent être faits avec des visites de conformité. Ce qui est fait là, aujourd'hui, c'est la fermeture pure et simple des lignes de production. Et ensuite, je ne peux pas aller au-delà parce que la justice est saisie, donc c'est dans les mains maintenant de la justice. Ce qui est dans les mains de la justice, je le comprends bien, mais à quoi servent les contrôles s'ils ne sont pas suivis de fait ? Le contrôle de 2020, avec une alerte des autorités sanitaires, n'est pas suivi de fait. Lorsque vous avez un contrôle, vous avez forcément une visite vous avez une contre-visite, c'est-à-dire que vous avez des recommandations qui sont faites, parfois vous avez des sanctions, vous pouvez avoir une fermeture administrative, temporaire, par exemple, qui est prononcée à l'encontre d'un site, et vous avez une contre-visite qui est programmée pour voir si les mesures ont été prises et si la donne a changé. 2 ans plus tard, peut-être que les mesures avaient été bien prises, que la contre-visite avait donné quelque chose, je ne sais pas, honnêtement, parce que ça ne relève pas de mon périmètre ministériel. 2 ans plus tard, ça ne relève pas d'ailleurs d'un ministre, en l'occurrence, je le dis, et 2 ans plus tard, lorsque vous avez une visite qui est faite, vous voyez que les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes. Là, les conditions d'hygiène étaient telles que l'usine a été fermée. Mais il y a quand même eu Lactalis, il y a 5 ans, et après Lactalis, la commission d'enquête parlementaire avait préconisé de renforcer les contrôles et les moyens des autorités sanitaires. Or, c'est l'inverse qui est arrivé, puisque le nombre de contrôles réalisés par la Direction générale de l'alimentation a diminué de 33% en 5 ans. Et de 2007 à 2020, les services de répression des fraudes sont passés de 3600 agents à 2600 agents. Est-ce qu'on n'a pas fauté ? Il y a les contrôles qui sont ciblés aujourd'hui. Les modalités de contrôle sont différentes. Moi, je crois qu'à prévenir une usine 2 semaines avant que vous allez passer avec des équipes sur place, c'est moins efficace que faire des contrôles inopinés sur la base ou de signalements ou sur de dossiers. C'est plutôt ces types de contrôles-là qui sont effectués actuellement et qui permettent d'ailleurs d'éviter d'autres catastrophes. Celle de Buitoni n'a pas pu être évitée. Et c'est encore une fois un drame humain absolument terrible qui arrive dans notre pays et qui arrive dans tous les pays d'ailleurs, qui sont rares, fort heureusement, mais qui ne devraient jamais arriver. Il reste juste, au moment où on se parle, des pizzas qui ont été confectionnées dans cette usine qui depuis est fermée, mais comme elles sont congelées, elles ont été confectionnées il y a quelque temps, qui sont encore dans les rayons. Ça ne vous inquiète pas ? Les rappels de l'eau, il y a des rappels de l'eau qui ont été effectués à la demande des autorités sur l'ensemble des lots qui étaient suspectés de présenter cette bactérie Escherichia coli. C'est pas, si vous voulez, les conditions d'hygiène peuvent favoriser l'apparition d'un germe et peuvent empêcher de voir qu'un germe est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que tous les lots de fabrication sur un site de production donné sont contaminés par cette bactérie. Donc vraiment des enquêtes qui sont très fines qui sont conduites. Je le redis, mourir à cause d'une pizza, on a le droit à la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est une sécurité de base. Et encore une fois, je m'associe pleinement à la douleur, à la détresse de cette famille. Je n'ai pas eu le droit de la contacter. Parce que d'abord, je n'ai pas à vous connaître... Vous auriez voulu les appeler parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas eu de mot de vous. Je n'ai pas à connaître l'identité, si vous voulez, le secret médical, ça s'impose même à un ministre. Donc je leur dis... Mais désormais, vous savez qui c'est, vous allez les appeler. En fait, si je suis saisi, s'ils souhaitent me contacter directement, je leur répondrai évidemment. Je voudrais vraiment qu'il n'y ait pas une ambiguïté sur l'émotion qui est la mienne et sur la détermination qui est la nôtre
pour assurer la sécurité alimentaire Olivier et Véran, mettre la lumière sur cette histoire. Vous êtes également candidat, en plus d'être ministre, vous êtes candidat à un second mandat de député dans la première circonscription de l'Isère. Et puis si on vous proposait de rester ministre de la Santé, vous le resteriez ? Alors, je m'attendais un tout petit peu à avoir des questions sur le remaniement et le gouvernement. Vous imaginez que si je viens chez vous, peut-être la veille ou quelques jours avant un remaniement, c'est certainement pas pour m'exprimer sur la question. Je connais bien les règles et il ne m'appartient pas de le commenter. Mais si on vous propose, vous êtes bien déjà, au ministère de la Santé ? Je suis honoré par la confiance que m'a accordée le président de la République il y a un peu plus de 2 ans, honoré d'avoir exercé ces missions. Et si d'autres missions me sont confiées, qu'elles soient parlementaires ou ministérielles, je continuerai d'agir pour mon pays parce que j'aime profondément l'action publique et j'aime la politique. Et donc, vous continuerez d'une manière ou d'une autre. Olivier Véran, merci en tout cas pour une de vos dernières interviews dans ce mandat de ministre de la Santé. Vous êtes, je le disais, donc candidat dans la première circonscription de l'Isère. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.